Dimanche 3 décembre, une semaine jour pour jour après la dernière épreuve du calendrier 2023 du championnat du monde de Formule 1. C'est maintenant le temps de faire place au bilan. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et c'est moi qui va vous accompagner pour ce dernier épisode de la saison de F1 Podcast. Au cours des prochaines minutes, vous entendrez mes évaluations concernant les pilotes ainsi que les écuries. Ne soyez pas surpris si vous entendez des notes être supérieures pour des pilotes qui ont terminé plus loin au classement. Chaque évaluation a été faite de manière indépendante et personnelle pour chaque pilote, donc du cas par cas, selon l'environnement du pilote et les attentes que j'avais ou qu'on avait envers lui pour la présente saison. Pour débuter, on va suivre l'ordre du classement en débutant par la dernière écurie. Donc, commençons avec Haas. Au 10e et dernier rang du championnat des constructeurs se retrouve l'écurie Haas. Si vous n'en êtes pas à votre premier épisode, vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai pas été très élogieux à l'endroit de l'écurie américaine au cours de la saison. Et je ne ferai pas exception lors du bilan. Je vais rester très constant sur mon opinion, comme quoi je n'ai pas été impressionné par le travail. On a fixé un plafond budgétaire en Formule 1. C'était justement pour des écuries comme Haas qu'on leur donnait une chance. Ils ont changé la réglementation de façon à rapprocher le peloton, sauf que si on a des écuries qui ne veulent pas coopérer, qui ne veulent pas fournir des améliorations au cours d'une saison, ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver dans la même situation avec un grand écart qui sépare les 10 écuries sur la grille. Heureusement, ça n'a pas été le cas cette saison. On n'a pas eu nécessairement un grand partage qui s'est fait, sauf que je trouve qu'on joue un jeu dangereux et il faut qu'on emboîte le pas chez Haas. Si on veut faire partie du championnat du monde de Formule 1, qu'on en fasse partie à 100%. On a les ressources nécessaires maintenant parce que tout le monde est collé au même budget. Donc, c'est à nous de fournir à nos pilotes des voitures qui évoluent à chaque week-end au rythme des autres. Je comprends que oui, chaque week-end, c'est peut-être un peu exagéré. On peut peut-être dire au moins une fois par mois, mais d'avoir seulement une grosse amélioration, une grosse présentation de mise à jour qui a eu lieu à la fin de la saison, je trouve que c'était pas assez. Là. Surtout que on avait un certain potentiel. C'est pas un citron qu'on a chez Haas. La voiture, on a vu certains flashs au cours de la saison là, on pouvait peut-être extraire un potentiel de cette voiture-là, mais on ne semble pas intéressé à le faire. Donc, pour cette raison, je suis déçu. Je l'ai dit souvent, la grosse chose qu'on a faite cette année, le gros accomplissement de Haas, ça a été de sortir un livre. Puis le livre de Gunther Steiner, mais à part de ça, ça a été pas mal silencieux de ce côté-là. Donc, c'est vraiment ça que je trouve dommage de l'écurie. On semble plus intéressé à faire le tour du monde, à dire qu'on est dans le championnat du monde de Formule 1 sans vraiment y participer, sans vraiment essayer de compétitionner week-end après week-end. On n'utilise pas nécessairement d'essayer de révolutionner la voiture ou d'essayer de focaliser sur d'autres points pour être capable d'aller compétitionner avec nos rivaux. Donc, c'est ce qui manque vraiment à l'écurie Haas. La bonne décision, par contre, parce que je veux quand même dire du positif quand il y en a, je pense que la bonne décision qu'on a accomplie, c'est de mettre sous contrat Nico Hülkenberg. Pourquoi? Parce que quand on essaie de développer une voiture, si on veut aller de l'avant, c'est très difficile de le faire quand on a des pilotes qui ne nous donnent pas des résultats. Donc, si quelqu'un prend le champ en commençant, frappe le mur, n'est pas capable de terminer une épreuve, ne termine pas ses qualifications, donc à ce moment-là, ça fait très peu de données à rapporter à l'usine puis de développer là-dessus pour les saisons prochaines. En ayant un pilote comme Hülkenberg et Magnussen, maintenant, on a atteint une certaine stabilité dans l'écurie. Donc, on participe aux essais libres, on participe aux qualifications. On est là lors des courses pour pas mal tous les tours qu'on est capable de compléter. Donc, tout ça, ça fait un lot de données qu'on est capable de ramener, on est capable d'étudier ça et d'en extraire des conclusions qui vont qui vont aboutir à de la performance, on l'espère. Donc, ce côté-là, je trouve qu'on a stabilisé ça, ce qu'on n'avait pas dans le passé en ayant justement un pilote comme Mick Schumacher ou même Mazepin, quand on a un pilote qui prend le champ au premier virage d'une course, mais c'est toute la donnée qu'on a perdue. Oui, on regarde souvent un Grand Prix de Formule 1 sur qui va gagner, qui va finir sur le podium, mais pour des écuries comme ça qui roulent plus loin dans le peloton, c'est aussi d'aller chercher de l'information. C'est plus permis maintenant en Formule 1 de faire des essais, des pratiques de notre côté seul. Donc, tous ces grands prix-là, plus qu'on peut en profiter et d'être là pendant toute la première séance, toute la deuxième séance de pratique, donc les 3 séances de pratique au complet, participer
participer aux qualifications, pas juste se faire éliminer après 2 tours en Q1, être capable d'aller jusqu'au bout, d'être capable de faire des courses, de se rendre à terme dans un Grand Prix, ça aussi c'est toute la bonne information qu'on est capable d'accumuler. Donc pour ça, c'était une bonne décision pour ma part de mettre sous contrat Nico Hülkenberg de l'écurie. J'ai trouvé que ça a été leur bon move, si on peut dire, dans cette saison 2023. Pour les notes, ben pour les raisons que je vous l'ai dit, je leur donne un C. Ça nous a pas tant, moi pour moi, on s'est pas présenté en 2023. On nous a dit tout le long des autres réglementations qu'on attendait de développer la voiture pour finalement percer là, quand les nouvelles réglementations en arrivent. On est rendu à cette deuxième saison-là. On n'a toujours pas vu ce qu'on tente de faire. On nous parle de la saison, on est encore à nous parler de l'autre saison. Donc, on prépare une voiture à l'infini chez Az. On pense toujours au futur, puis il se passe pas grand-chose dans le présent. Donc, c'est pour ça que je peux pas donner autre chose qu'un C pour leur note globale. Pour Hülkenberg, ben, je vous l'ai déjà un peu dit, je trouve que ça a été leur bonne acquisition. Je trouve aussi qu'il a rendu la monnaie de sa pièce. Dans le fond, il en a donné pour leur argent à l'écurie Az. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été en Formule 1, donc un retour pour lui. Il n'a pas nécessairement la meilleure voiture, mais je l'ai trouvé combatif, je l'ai trouvé qu'il a compétitionné, donc je lui donne un B+, pour sa saison. Aussi, il termine 16e au championnat des pilotes, puis il a accumulé 9 points. À l'envers de la médaille, un peu dans le même sens que l'écurie, ben Kevin Magnussen, je l'ai trouvé éteint cette saison. J'ai trouvé que quand il est revenu la saison dernière, son retour, il avait une certaine hargne, il avait une étincelle dans ses yeux. Il semblait vraiment être là pour compétitionner, savoir ennuyer du championnat du monde de Formule 1. Il voulait compétitionner à chaque week-end, il allait chercher des bons résultats. Je n'ai pas vu ça cette saison. Il s'est fait battre à plate couture par Hülkenberg. On n'a pas senti que ça l'a chatouillé nécessairement, que ça l'a éveillé son orgueil de vouloir compétitionner et montrer que lui, il est là depuis plus longtemps chez Az. Ça fait longtemps qu'il fait partie de cette écurie-là. Donc, j'ai trouvé que ça l'a manqué un peu. Donc, je lui remets un C aussi pour sa saison. Il a terminé 19e. Il a accumulé 3 points, donc seulement 2 points de plus que Logan Sargent, qui est encore à son année recrue en Formule 1. Donc, j'ai trouvé que Magnussen, il a manqué un petit quelque chose là, pour être capable de lui donner peut-être un C+, ou un B. Donc, je remets un C à Magnussen. Il fait partie de mes déceptions de la saison 2023. Au 9e et avant-dernier rang du championnat des constructeurs, on retrouve l'écurie Alfa Romeo qui fait aussi partie des déceptions de la saison, non seulement à cause de leur classement, mais aussi à cause de leur manque de visibilité. Ça a été un problème récurrent pour cette écurie-là au cours des dernières saisons. On ne les voit pas autant sur la piste que hors piste. On ne réussit pas à retenir l'attention. On a peut-être une autre stratégie marketing, mais c'est vraiment l'écurie la plus discrète des paddocks. Si je vous parle justement de monsieur Alessandro Alunni Bravi, vous allez me dire c'est qui lui? Eh bien c'est le chef d'équipe d'Alfa Romeo qui a toutes les caractéristiques pour être un bon agent secret car il sait se faire discret. On ne l'a pas vu souvent au cours de la saison. On a aussi 2 pilotes qui sont... on a Valtteri Bottas qui retient l'attention quand il se coupe les cheveux ou qu'il se fait une nouvelle moustache. Puis à part de ça, pour ce qui est de Guan Yu Zhou, peut-être que c'est de ce côté-ci du continent là, qu'on on le connaît pas, on le voit pas ou tout. J'imagine que chez lui, en Chine, il doit être une méga star ou dans les pays asiatiques. Mais ici, là, on n'a vraiment pas écho de ça. C'est pas un pilote qu'on voit beaucoup. C'était la même chose dans le temps qu'on avait Giovinazzi, on le voyait pratiquement pas. C'est pareil même dans les séries Drive to Survive. Donc c'est ce petit manque-là. On a sorti quelques livrées au cours de la saison qui étaient très belles. Ça a fait parler un peu de l'écurie. Mais on est vraiment en saison de transition. Alors on se prépare, vous savez, la saison prochaine, c'est la fin d'Alfa Romeo. C'est le retour de Sauber à compter de 2024. Donc, puis on prépare l'avenue de Audi. Donc à ce moment-là, on n'a pas investi nécessairement beaucoup dans la voiture. On n'a pas nécessairement développé quoi que ce soit. On a descendu. On était même on était dans une certaine position pour peut-être terminer 8e au classement. Finalement, on a perdu ces positions-là. Donc, c'est dur un peu de trouver vers où on se dirige. C'est sûr, comme je dis, il y a Sauber qui va passer avant Audi. Donc, on est vraiment concentré sur 2026, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a quand même des saisons à jouer. C'est encore loin le 2026. Là, on peut dire qu'on a passé par-dessus 2023, mais il reste encore 2024 et 2025. Ça pourrait être très long si on décide de jouer le jeu comme on a joué en 2023, si on décide de ne pas participer un peu plus et
de tenter d'être plus compétitif. Même chose pour les pilotes. Donc, ce qui est pour Alfa Romeo, je leur remets une lettre C. Il a manqué beaucoup trop de choses pour avoir une note positive. Pour ce qui est de Valtteri Bottas, je lui remets un B-. Il y a quand même, de temps en temps, on a vu que ça avait l'air de lui tenter, mais je garde son nom, le Bottas en vacances, parce que c'est ce qui me donne l'impression d'être. Il n'a pas l'air, oui, il est là possiblement pour l'argent, mais il ne semble pas nécessairement être là pour avoir envie de gagner une course ou de nécessairement sortir des grandes qualifications. Je le trouve un peu nonchalant dans sa manière, même s'il y a énormément de talent sur les tours donnés, donc en qualification, ça a toujours été un de ses attributs. Il est très très bon en qualification, mais en course, ça a toujours été la même chose. Complète très peu de dépassements. Il n'est pas nécessairement dur à dépasser, donc il se laisse souvent, il va céder des positions. C'est ça. Il manque de hang, il manque de combativité. Donc, il se présente un week-end sur 2. Donc, c'est ça. Je lui remets quand même un B- parce qu'il termine, oui, 15e au championnat. C'est pas très haut. Il n'avait pas une très bonne voiture, mais il a quand même soutiré 10 points. Puis on l'a vu quelques fois là, sur quelques week-ends au cours de la saison, nous surprendre un petit peu. Donc, je lui donne quand même une note positive dans les circonstances. Pour ce qui est de Guan Yu Zhou, je lui remets la même note, un B-. Je pense qu'il devrait nous en montrer plus. Il termine 18e au championnat des pilotes, 6 points qu'il a accumulés. Lui aussi, c'est un jeune pilote. Il devrait vouloir montrer, s'afficher, montrer ce qu'il y a dans le ventre, continuer son développement en Formule 1 et prouver qu'il a raison d'être là. Parce que si c'était le temps d'en couper un pilote pour demain matin, si j'étais Audi, je me préparais à arriver en F1, je ne voudrais pas nécessairement de Guan Yu Zhou dans mon alignement. Il ne nous a rien montré pour l'instant, puis il est là quand même depuis quelques saisons en F1, donc j'aimerais ça voir une certaine progression qui nous laisse croire qu'il pourrait rester là pour plusieurs années, qu'il a toujours sa place dans l'élite mondiale. Au 8e rang, on retrouve l'écurie AlphaTauri, la petite sœur de Red Bull, qui a accumulé 25 points au cours de la saison 2023. Une saison en 2 temps pour l'écurie italienne. On a commencé vraiment du mauvais pied. Je ne sais pas où on avait la tête chez AlphaTauri. C'est une de mes déceptions dans la saison, ça que encore là, on n'a pas compris dès le départ qu'on devait emprunter la mentalité que Red Bull avait élaborée lors de la saison 2022. Pourtant, on avait prouvé que c'était gage de succès, mais on a décidé cette mentalité-là de dire on va y aller avec 2 façons de penser. On va continuer de développer une voiture qui est bien différente de celle dans la même famille de la Red Bull. Et ça a été un échec. Ça nous a vraiment mené, ça a failli nous mener à la catastrophe car on a on a bien passé proche de terminer dernier au championnat des constructeurs. Finalement, on a sauvé la donne en milieu de saison. On a complètement changé le bateau de côté. On a décidé Franz Stoss, on l'a un peu poussé à la retraite. Lui qui était là depuis plusieurs saisons, c'était un monument dans l'écurie junior de Red Bull. Là, lui, il a décidé de prendre sa retraite. On va emmener une nouvelle équipe à compter de la saison prochaine. On a aussi annoncé que l'écurie aura un nouveau nom. Mais la nouvelle la plus importante, ça a été de signaler qu'on prendrait la même lignée que l'écurie Red Bull, que les champions constructeurs. Gros bon sens, vous allez me dire, c'est ça. Là, on va décider de développer, continuer. On a même déjà débuté ce processus-là, ce tournant-là, de vraiment adopter notre mentalité à celle de la RB19. C'est même dans la saison prochaine, les rumeurs coulent qu'on va pratiquement avoir une version intégrale de la Red Bull. Donc, on risque d'être très compétitif. Puis c'est ce qu'on a vu au cours de la saison. À Singapour, ça a été le point tournant. On a amené des grosses mises à jour. Ça a été l'écurie qui l'a emmené le plus tout au long de la saison, mais c'est vraiment à Singapour que ça a pris le tournant parce que tous les morceaux qu'on mettait qui appartenaient à la RB19, on n'avait pas nécessairement la même cohésion entre les pièces parce qu'on n'avait pas la même suspension que sur la Red Bull. Mais à Singapour, on a adopté la suspension arrière de la RB19 et c'est là qu'on a vraiment commencé à avoir le potentiel. Tout a commencé à se mettre en marche sur les mises à jour qu'on avait déjà apportées à la voiture. Donc, on dirait que tout a commencé à se parler, la chimie a rentré, puis là, on a commencé à être capable de développer cette voiture-là et d'en extraire de la performance jusqu'à la fin de la saison. Puis on s'est même présenté au dernier Grand Prix de la saison, ce qui est très rare, avec une grosse mise à jour qui est en préparation pour la saison 2024. Donc, j'évaluerai pas tout de suite le futur de l'écurie, même si je pense qu'on s'est replacé, on est entre bonnes mains.
je vais quand même prendre en considération qu'on était décevant en début de saison de se pointer avec une voiture qui n'était pas... on a décidé de se réessayer avec une voiture qui n'était pas, même pas proche de celle de l'autre côté, là, dans la même famille, celle de Red Bull à la 19. Donc, on s'est accroché un peu trop à notre mentalité qui ne fonctionnait pas. Donc, ça a failli coûter la saison. Donc, je vais leur remettre un B- pour ça. Mais pour ce qui est des pilotes, ben, je remets un B à Yuki Tsunoda. Il y a eu ses hauts puis ses bas. Mais il faut quand même prendre en considération que sur les 25 points que l'écurie a accumulés, ben, il y en a 14 qui ont été accumulés par Yuki Tsunoda. Donc à ce moment-là, même s'il y a eu ses hauts, ses bas, je pense qu'il a bien terminé. J'ai pas aimé sa course au Mexique. J'en avais parlé dans un des podcasts quand il a pris la décision de tenter un dépassement sur Piastri plutôt que de sécuriser les points. On avait deux voitures qui étaient en possibilité de marquer des points au Mexique, mais Tsunoda a décidé de prendre une décision, un coup de tête, penser à lui. Puis finalement, ça s'est terminé avec un accident sur Piastri. Donc ça, j'avais pas aimé cette décision-là, mais je trouve que c'est bien repris, il a bien terminé. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire chez lui. La bonne nouvelle, c'est que si l'écurie Red Bull conserve Perez pour une autre saison, eh bien à ce moment-là, l'audition pour avoir un jour peut-être une possibilité de piloter chez Red Bull est toujours ouverte. Donc c'est à lui de saisir sa chance. Je pense que j'ai beaucoup de doutes qu'il va être en mesure de le faire, mais l'audition est toujours ouverte, donc à lui de nous montrer ce qu'il sait faire. Mais je lui remets un B. Si ça avait été il y a quelques semaines, j'aurais mis moins qu'un B, mais là, avec la fin de saison qu'il a, donc je remets une note neutre pour sa saison 2023. Il y a plusieurs pilotes chez AlphaTauri. C'est une des écuries, c'est l'écurie qui en a utilisé le plus au cours de la saison. Pour ce qui est de Daniel Ricciardo, eh bien Daniel Ricciardo, ça a été très beau au Mexique ce qu'il a accompli. On a eu des hauts, des bas. Il termine 17e. Il a accumulé 6 points pour l'écurie. C'est des points importants quand on sait la bagarre qu'on avait au championnat. On ne voulait pas terminer dernier. On sait qu'il y en a 17 qui a été, comme je disais, 17 qui a été accumulé par Tsunoda. Donc 6 pour le si peu de temps que Ricciardo était là. Il a fait un retour après la mi-saison. Il a été blessé. Donc il n'y a pas eu beaucoup de grands prix. Mais je vais quand même lui remettre un B. Je pense pas qu'il a fait. Il a accompli de grandes choses. Il a bien fait. Il a pas mal fait. Donc une note B pour le pilote australien. Pour ce qui est de Liam Lawson, lui qui a passé pour quelques courses, bien, il a terminé 20e au championnat. Ce qui est impressionnant, il termine même pas, il termine dernier au championnat, donc 20e. Oui, il y a 20 pilotes, mais on en a utilisé plus que 20 au cours de la saison. Donc son rang, c'est le numéro 20. Il a accumulé quand même 2 points. S'il n'a pas participé à toutes les courses, c'est bien pour lui. Et puis, donc je lui remets un A. Je pense pas qu'il aurait pu faire plus que ce qu'il a accompli. Il est arrivé dans des situations difficiles. On lui a dit à Zandvoort, saute dans la voiture, Ricciardo est blessé, il n'a pas eu le temps de préparation, c'est comme ça qu'il a débuté. Donc, oui, vraiment, je trouve que Lawson, on ne peut pas lui remettre d'autre chose qu'un A. Il a répondu à tout ce qu'il devait accomplir lors de cette saison-là, qui n'était pas évidente pour lui. Pour ce qui est de Nick DeVries, Nick DeVries, je l'avais mentionné lors de l'émission de mi-saison, c'est ma déception de l'année, Nick DeVries. Je pense pas qu'il aurait pu perdre ce titre-là. Je l'ai remis, même s'il n'a pas participé à toutes les courses. J'avais beaucoup d'espoir en lui. C'est un champion de Formule 2, un champion de Formule électrique. Et c'est un gars qui est arrivé en Formule 1 à l'âge de 27-28 ans environ. Et je pensais qu'il arriverait avec beaucoup de maturité. Certains diront qu'il n'a pas eu vraiment la chance de se démarquer, mais en même temps, on regardera ce que Lawson a accompli dans une opportunité semblable à celle de DeVries, avec beaucoup moins de bagages avant de se présenter en Formule 1. Il a quand même réussi à marquer des points et à attirer l'attention non seulement des amateurs, mais aussi des dirigeants dans les paddocks. Donc, je trouve que ça vient encore plus montrer à quel point Nick DeVries a été une opportunité manquée, un rendez-vous raté de sa part. Donc, je lui remets un C. J'ai vraiment pas aimé sa présence en Formule 1. J'ai été très, très déçu. Bon, mettons un peu de positif dans cette émission de bilan-là et parlons de Williams qui a pris le 7e rang du championnat des constructeurs en accumulant 28 points. Eh bien, moi, c'est une écurie que j'ai bien aimé cette saison. Je l'ai bien aimé pourquoi? Parce qu'on semble avoir une ligne directrice, on semble savoir où on veut aller et ça, c'est grâce à l'avenue de James Vowles. James Vowles qui est devenu un de mes coups de cœur, qui est mon coup de cœur de la saison 2023 chez les dirigeants. Je trouve que cet homme-là dégage énormément de leadership, très intelligent aussi, des propos toujours pertinents si on se fie justement à ce qu'il nous a apporté sur Logan Sargent. On sait Logan Sargent connaissait une saison difficile, puis James Vowles n'a pas eu peur de lever la main et de dire écoutez,
on l'a mis dans une position qui n'est pas facile. On l'a pris en Formule 2. Il avait à peine sa super licence. Il a fait les essais à Bahreïn. On l'a tout de suite mis au volant d'une Formule 1. Il n'a pas eu les mêmes préparations que d'autres pilotes ont eu, que certains juniors ont avant d'atteindre la Formule 1. Donc, il a vraiment pris le temps. Il n'a pas eu peur de remettre ça en perspective, défendre son pilote, même si c'était très dur là, de trouver des arguments de défendre Logan Sargent. Mais quand James Vowles a fait ça, j'ai pris la peine d'écouter. Je me suis dit, ouais, il a raison, il apporte un point. C'est vrai que autant qu'on peut être sévère avec les jeunes en Formule 1, puis aussitôt qu'ils se font mettre à la porte ou qu'on les remercie, un peu comme Nick DeVries, même s'il n'était pas nécessairement un jeune. Mais là, on évite aussi à dire, ben là, on n'a pas été patient, on laisse pas sa chance au pilote. Mais là, on a la situation justement chez Williams. On a décidé de poursuivre en 2024 avec Sargent. Et ça va peut-être devenir la plus grande erreur de James Vowles, mais on pourra pas lui reprocher de ne pas avoir de courage et de ne pas vouloir donner la chance à un jeune pilote et de ne pas croire en un jeune talent qu'il a repéré. Donc pour ça, je lui remets une bonne note, mais pour aussi tout ce qui est global, là. James Vowles, j'ai vraiment trouvé qu'il a changé l'écurie, il a apporté une stabilité, on a été aussi très innovateur. On a été la seule écurie avec Red Bull et Aston Martin à présenter les étriers hyper percés. C'est un type d'étrier là qui sert à disperser la chaleur plus facilement. Il est aussi on a besoin aussi de moins les conduits d'aération, là, vous savez, il y a des conduits qui servent à aérer les freins. Puis à ce moment-là, on peut les réduire aussi. Ça, c'est très perturbant aérodynamiquement. Donc, quand on est capable de trouver un nouveau procédé dans les étriers pour être capable de réduire ces fameux conduits pour l'aération des freins, à ce moment-là, on gagne en aérodynamisme aussi. Mais Williams, on a été l'une des premières écuries avec Aston Martin et Red Bull d'aller vers cette lignée-là. Donc, il faut les féliciter aussi pour leur innovation. Il y a plein de choses qui sont arrivées du côté de Williams dans la saison. On a eu des belles qualifications, on a aussi eu des bons résultats en course. On a aussi assisté, quand je parle de leadership, Vowles a mis en point que Alex Albon travaille avec Logan Sargent. Donc, c'est rare qu'on voit ça, là. Normalement, oui, on dit souvent coéquipier ou une équipe de Formule 1, mais souvent, on a deux équipes à l'intérieur d'une écurie. Donc, on a le côté du pilote numéro 1 ou le côté du pilote numéro 2 ou le côté d'un pilote versus l'autre. Mais là, de voir les deux travailler ensemble, de voir Alex Albon prendre le temps entre chaque séance pour communiquer avec Logan Sargent, lui faire part de ses données, de ses remarques, de ce qu'il pense que ça prend pour un week-end de course, l'aider à choisir les bonnes configurations pour chaque circuit, parce qu'à sa première saison, on n'a pas été sur tous les circuits, on les connaît pas tous. Donc, d'être capable de fournir cette expérience-là qu'Albon a. Albon a aussi été confronté à de l'adversité tout au long de sa carrière, pas juste en Formule 1, mais oui, en Formule 1, il sait c'est quoi la pression d'être capable de communiquer avec Sargent depuis ce partenariat qui a été fait avec l'initiative de James Vowles. On a vu les changements à l'intérieur de l'équipe. On a vu aussi les changements de Logan Sargent. Donc encore là, le mérite revient à Vowles, mais aussi à Alex Albon qui fait preuve de leadership. Je vais aussi, vous allez voir, j'en viens à lui, je vais lui donner une bonne note parce que je trouve que non seulement il fait preuve de maturité, de constance, mais il a apporté aussi à l'équipe globale. Il n'a pas simplement apporté à sa carrière. C'est pas nécessairement une évolution personnelle qu'il a faite en 2023. Il a aussi emmené Williams vers le haut. Donc, encore là, chapeau à lui, chapeau à l'écurie de l'avoir engagé, aussi d'avoir créé ce type de relation-là entre les deux pilotes. Donc, je pense que c'est tout du positif. Aussi, pour ce qui est de Vowles, James Vowles vient de Mercedes. Donc, il sait comment ça fonctionne, il sait comment implanter une structure gagnante. Puis, il vient aussi de chez Brown GP. Vous avez eu la chance de voir justement le documentaire qui est présenté sur Disney. On peut voir des extraits, on peut voir aussi la stratégie que Brown avait empruntée alors qu'on était Honda. On s'en allait un peu nulle part et on avait décidé de tout de suite commencer à développer une voiture pour le futur. Donc, de sacrifier un peu la saison en cours et d'aller pour avoir des plus gros gains la saison suivante. Et c'est ce qu'on a fait chez Williams. Donc, cette saison, malgré qu'on a eu des bons résultats, qu'on a eu des beaux flashs, qu'on nous a montré une évolution par rapport à l'année précédente, bien, on travaille aussi sur la saison suivante. Donc, on a mis énormément d'emphase sur 2024. Donc, ça va être intéressant de voir quel type d'évolution on va avoir été chercher. Est-ce que vraiment d'avoir décidé de mettre nos billes sur 2024, est-ce que ça va nous rapporter la saison suivante? Donc, ça va être à suivre. Mais pour ce qui est de la saison actuelle, du bilan actuel, bien, je leur remets un A. Je pense pas qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Je pense qu'on a pris les opportunités qu'on avait, on a fait avec, on a aussi développé des stratégies pour des week-ends précis, à savoir que notre voiture pouvait être compétitive là. Donc, on a aussi appris à connaître la monoplace. Donc, pour tout ça, pour l'ensemble de l'œuvre,
surtout pour le travail de James Valls, ben, je lui remets un A. Je remets un A à l'écurie Williams pour 2023. J'ai été très, très satisfait de leur travail, même impressionné. Même chose pour Albon. Alex Albon, double A. Ben, il a un troisième A à côté de son nom parce que je lui donne cette note pour sa saison 2023. Non seulement pour son leadership, comme je le mentionnais, sa constance, aussi sa générosité. C'est pas, moi, je connais pas d'autres histoires comme ça. Si vous en avez, vous pourrez m'envoyer. Mais qu'un pilote a vraiment décidé d'en épauler un autre et de l'aider et de vraiment lui donner des trucs, l'aider à faire des réglages pour un week-end. Ça, moi, j'ai jamais vu ça en Formule 1, mais je connais pas tout. J'ai pas 200 ans, même si le sport a pas ces années-là. Mais je veux dire, je connais pas toute l'histoire de la Formule 1 par cœur, mais c'est très rare qu'on peut voir ça. Un pilote qui va avoir ce type de générosité-là envers un coéquipier. Même si le mot coéquipier, mais il porte mal son sens dans ce sport-là. Ensuite, Logan Sargent, ben lui, je lui remets un C. J'ai essayé de trouver du positif. Le seul positif qu'il y a, c'est que oui, il y a eu une amélioration sur la fin de saison, mais l'échantillon était trop court pour être en mesure de lui donner une bonne note. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs, manque de performance aussi par rapport à son coéquipier Albon. Oui, c'est sa première année. Je suis tout d'accord avec ce que James Valls a avancé, mais je suis forcé d'évaluer avec ce qu'on a vu. Puis ce qu'on a vu, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent qui était impressionnant. Il termine 21e au championnat des pilotes, donc il termine même pas 20e sur 20 pilotes, il termine 21e, donc entre Nick De Vries et derrière Liam Lawson. On sait que Lawson n'a pas fait une saison complète. Il a accumulé seulement un point. Sargent, son premier point en carrière, il est le seul. Donc, c'est ça. Je lance pas la serviette dans son cas. Je pense que on a vu du positif à la fin, mais l'échantillon était trop petit pour changer cette note-là. Donc, je lui remets un C. Maintenant, au 6e rang des constructeurs, on passe à l'écurie française Alpine qui a accumulé 120 points. Eh bien, ça, c'est l'écurie que j'ai eu le plus de difficultés à évaluer leur saison. On a eu une saison pleine de rebondissements. On a d'abord remercié Otmar Zafnauer après quelques temps dans la saison. On se rappellera que si on empiète un peu sur la saison dernière, ben on a quand même laissé partir Fernando Alonso et Oscar Piastri qui se retrouvent parmi les pilotes qui ont le plus retenu l'attention en 2023. Donc à cet égard, Alpine, c'est un coup dur, même si ça s'est pas passé au cours de la saison, mais c'est quand même, on a quand même vécu les après-coups de ces deux mauvaises décisions-là. C'est probablement Otmar aussi qui a subi les après-coups. On a aussi eu le dirigeant au-dessus d'Otmar qui a été remplacé. Donc, on a eu beaucoup ça a brassé beaucoup, autant dans les têtes dirigeantes de l'écurie que dans les actionnaires. On a vendu des parts. Ça a été des bonnes nouvelles. On a Ryan Reynolds avec son groupe d'artistes, de vedettes qui se sont joints dans les actionnaires. Ensuite, on a eu un groupe sportif avec justement le corps arrière des Chiefs, Pat Mahomes. On a eu aussi Travis Kelce qui s'est joint à l'équipe, Anthony Joshua, Rory McIlroy, donc tout ce groupe de vedettes-là. Mais ça change rien en ce qui se passe en piste, mais ça vient dans l'intérêt global de où est-ce qu'on s'en va chez Alpine. On a des gens qui sont intéressés à faire part. On est intéressé aussi à développer l'écurie, autant du côté marketing, amener de la nouvelle argent, des nouveaux actionnaires. Donc, ce côté-là, on peut dire que c'est positif. Mais pour ce qui s'est vraiment passé là en piste, on avait deux nouveaux pilotes cette saison. Un nouveau dans le son, un nouveau duo en Pierre Gasly qui s'est joint à Esteban Ocon. On a encore aussi une voiture, on s'est un peu présenté, puis c'est ce qu'on a reproché à Otmar, qu'on était un peu au-dessus de nos affaires. Là. On avait eu un bon classement, on avait devancé McLaren la saison dernière, on a un peu surfé sur ce nuage-là, on s'est présenté en 2023 en pensant qu'on allait être bon. Finalement, les progrès qu'on avait mentionnés qu'on ferait au cours de la saison, qu'on avait sur papier, dans les ordinateurs, les simulateurs à l'usine, c'est pas du tout ce qui s'est concrétisé sur le circuit de Bahreïn dans les essais, c'est pas ce qui s'est concrétisé non plus à la première course de la saison. On a toujours un déficit sur les problèmes de moteur. On a même demandé à la FIA un assouplissement des règles pour être capable de réouvrir le moteur parce que vous savez qu'il y a une règle qui ne permet pas de modifier la motorisation si ce n'est pas pour de la fiabilité. Donc, si c'est pour un gain de performance, ce n'est pas possible d'ici 2026. Donc, c'est ce que Alpine Renault avait demandé. On dit qu'on a 30% moins de puissance par rapport aux autres écuries. Donc, on cherchait à avoir un laissez-passer pour être capable de modifier notre moteur. On ne l'a pas eu, mais il faut que je leur lève mon chapeau parce que tout au long de la saison, malgré ce déficit-là, je pense pas qu'il est aussi grand qu'on dit. Là. Je pense pas qu'on mentionne 30%, mais c'était un peu pour
plaider notre cause et avoir la permission de modifier le moteur, mais je pense qu'on a si peu que ça de 30%, mais admettons qu'on a un déficit par rapport aux autres, mais on a décidé de miser sur retirer toute la traînée de la voiture. Donc, tout ce qui est la restriction dans le vent qui nous empêche d'atteindre des bonnes vitesses de pointe par la performance moteur, on a décidé de contre-attaquer le... Donc, j'ai de la misère à dire ça. Contre-attaquer le problème. Bon, ça, c'est bien dit. Donc, contre-attaquer le problème de façon à dire on va attaquer la traînée. On n'a pas la puissance moteur en ligne droite, mais on va essayer de faire en sorte que notre voiture fasse la moins grande restriction possible dans le vent. Donc, d'une manière de percer le vent de la meilleure façon, de maximiser cet atout-là sur la voiture pour être capable de quand même rivaliser avec les autres. Je pense qu'on s'en est bien tiré. On a bien fait d'aller vers cette lignée-là dans le développement. Puis on s'en est bien tiré quand même avec une 6e place. Oui, les fans d'Alpine espéraient plus. Je pense que les partisans de F1 s'attendaient à plus d'Alpine. Donc pour ça, il y a une petite forme de déception là-dessus. Surtout quand on voit les pilotes comme Piastri ou Alonso, ce qu'on a été capable d'accomplir ailleurs. Donc c'est pour ça que je remets à l'écurie un B-. Je pense qu'on a récupéré dans quelque sorte notre saison grâce à notre brio dans le développement de la voiture. Mais il en reste beaucoup à faire là, si on veut revenir un peu à où ce qu'on était rendu. Donc on a vraiment fait un pas en arrière au cours de la saison. C'est le côté décevant, c'est pour ça que je le remets un B-. Pour ce qui est des pilotes, ben pour Pierre Gasly, première saison, il arrivait de chez AlphaTauri, il était dans la famille Red Bull depuis qu'il était en Formule 1, donc la première fois qu'il volait de ses propres ailes, si on peut dire. Je trouve qu'il a fait une bonne saison. Il arrivait en territoire hostile car il arrivait chez Esteban Ocon. Ocon était déjà là depuis plusieurs saisons chez Alpine, connaissait un peu la voiture, connaissait un peu les gens, donc de rivaliser contre justement un de tes grands rivaux de tous les temps. Ils ont grandi dans le même quartier quand il était jeune, les deux. Donc, ils se connaissent depuis longtemps. Ils ne sont pas nécessairement des amis. Fait qu'à ce moment-là, il y avait ce type de rivalité-là qui était naturel pour les deux pilotes. On a aussi demandé à Gasly à quelques fois au cours de la saison de laisser passer Ocon. Il y a une des fois que c'était un peu douteux comme directive, ça a coûté des points, mais à ce moment-là, dans l'ensemble, je remets un B+ à Pierre Gasly qui termine quand même 11e au championnat des pilotes avec 62 points. Il a eu le dessus sur son coéquipier Ocon grandement lors des qualifications, ce qui en dit quand même beaucoup. Et c'est ce qui coûte aussi la note à Albon. Donc le fait que Esteban Ocon s'est fait battre aussi souvent en qualification, mais je lui remets simplement la note B. Oui, autant comme Gasly, les deux ont eu un podium lors d'une course sprint. Pour Ocon, c'était à Monaco. C'était pas pendant la sprint, par exemple, c'était pendant la course. Ocon a quand même eu un podium. Donc je lui remets quand même un B, note positive pour ça, et il a accumulé 58 points, il a terminé 12e. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que ça a été, du côté des pilotes, on a fait le meilleur qu'on pouvait faire avec la voiture. À chaque week-end, on pensait que des fois, on n'avait pas nécessairement de chance, mais on les voyait quand même rebondir dans le top 10, se défendre, aller chercher quelques positions. Même au moment de la course, on pensait peut-être qu'on pouvait les compter pour battus, mais on a quand même réussi à toujours extraire le meilleur et à placer Alpine dans des positions gagnantes malgré les abandons et le déficit en performance. Au 5e rang, on retrouve l'équipe verte Aston Martin, qui est présentement sous un plan de 5 ans élaboré par le milliardaire montréalais Lawrence Stroll afin d'en faire une écurie gagnante. Donc, on veut être en mesure de rivaliser avec les Red Bull, Mercedes et Ferrari. Et ça, on s'est donné les outils pour le faire avec une nouvelle usine, une nouvelle soufflerie, des nouveaux simulateurs à la fine pointe de la technologie. On a aussi été chercher du nouveau personnel. On parle de Dan Fellows qui a joint l'équipe en début de saison. Il a grandement aidé à ce nouveau concept. On a apporté un concept Red Bull à la MR23. Donc, puis on n'a pas nécessairement juste emprunter le concept. Faut leur donner ça aussi. En début de saison, on appelait la voiture, on disait « Ah, c'est une Red Bull verte », mais on est forcé d'admettre que le développement du côté d'Aston Martin a aussi été fait. On a aussi mis notre sauce à ce concept-là. On a continué d'élaborer l'idée, le concept. On a vu que Dan Fellows avait d'autres idées pour pousser ça un peu plus loin. Et c'est ce qui nous a permis en début de saison d'être très compétitifs. On était à l'avant du peloton. On était simplement derrière Red Bull, mais on était devant Ferrari, devant Mercedes, devant McLaren, Alpine, vous pouvez tous les nommer. On était en très bonne position. On avait le brio de Fernando Alonso. Alonso, selon le directeur Mike Crack, n'emmène pas juste, c'est pas simplement ce qu'il apporte en piste, c'est aussi ce qu'il apporte partout. Donc, autant à l'usine que dans les garages, quand il est temps de céduler un week-end, de savoir
quel réglage choisir, quel programme il faut faire pour recueillir quel type de données pour être en mesure de préparer la voiture pour un week-end. C'est tout ça qu'il apporte. Qu'est-ce qu'on fait entre les week-ends de course pour continuer d'évoluer, continuer de faire des gains en performance. Donc, il a apporté beaucoup à l'écurie, il a apporté une structure, il a apporté une notoriété, en plus de son aura de double champion du monde. Ce qu'il a apporté en piste aussi, il a apporté une joie de piloter. On voyait qu'il avait du plaisir. C'était contagieux autant pour nous à la télévision, autant même quand je me suis présenté au Grand Prix du Canada. J'ai vu énormément de chandails verts, des gens qui étaient très enthousiastes de la saison de Aston Martin et de Fernando Alonso. Ben ça lui revient. Ça a été une très, très belle saison de la part du pilote de 42 ans. Il faut aussi souligner qu'Aston Martin a pris la peine d'aller le chercher, mais de mettre une voiture sur point pour être capable qu'il soit en mesure de compétitionner. Une voiture digne d'un gars qui a déjà remporté des championnats du monde. Et il y a aussi le fait, comme je mentionnais, que Lawrence Stroll a fait des acquisitions, non seulement des acquisitions pour le matériel, pour l'usine, mais aussi pour ce qui est d'aller chercher des cerveaux qui vont nous aider à pousser l'écurie plus loin. Donc, dans l'ensemble, on est obligé de dire que ça a été une saison positive. Oui, on a manqué un peu d'énergie en milieu de saison. On a aussi eu des problèmes à comprendre nos évolutions qu'on apportait à la voiture. Mais une fois qu'on a réussi, on a surtout focalisé sur les points. On sait là, le focus sur les points qu'on a à travailler pour la saison prochaine. On sait qu'on a un gros déficit, problème de traîner avec la voiture. Donc, c'est ce qu'on travaille déjà à l'usine, à fixer ce problème-là. On était déjà conscient de ce problème-là au Grand Prix du Canada. On a continué d'essayer de régler la situation. Des fois, ça a donné des bons résultats, des fois moins bons, mais du moins, on sait où est-ce qu'on s'en va. On peut juste espérer qu'on va faire un autre gros bond d'évolution la saison prochaine, puis être capable là, de vraiment maintenir le cap pendant une saison complète. C'est ce qu'on n'a pas su faire. C'est pour ça que je leur donne seulement un B+. Je pense qu'il y a eu beaucoup de positifs. On aurait pu avoir une meilleure note si on avait su mieux contrôler le milieu de saison chez Aston Martin. C'est vraiment Fernando Alonso là, qui a traîné l'équipe sur ses épaules pendant une bonne partie de la saison. Autant au début de saison, il a donné beaucoup d'énergie, mais même en milieu de saison, c'est lui qui a continué à chaque Grand Prix de se battre pour continuer de garder des positions, de rester du moins dans le top 10. Donc, c'est pour ça que Fernando Alonso récolte un A, une note très positive parce qu'il a vraiment accompli une très très belle saison. Autant pour les amateurs de F1, on s'est réjoui à le regarder que lui, il semblait avoir beaucoup de plaisir, mais aussi pour l'écurie Aston Martin, il aura permis d'aller, de se prouver, d'avoir le respect des adversaires, le respect des amateurs, mais aussi d'avoir quelque chose à construire dessus. Donc, ça prend un début pour construire une bonne fondation. Donc, il a donné, je trouve, il apporte cette fondation-là à l'équipe pour continuer de vouloir développer et évoluer dans les prochaines saisons. Parlant de fondation et d'aider à développer, ben ça, c'est des mots que je ne peux pas attribuer à Lance Stroll. Je pense que Lance Stroll a connu une saison difficile. Il faut le mettre en perspective. Oui, en début de saison, il a eu des problèmes avec ses poignets. Il a eu une fâcheuse accident. Il a manqué le début de la saison. Il a manqué un peu ce rythme-là. Il a dû courir pour rattraper le rythme que les autres avaient gagné à travers les essais. Si on sait, c'est des nouvelles voitures à chaque saison. Donc, si on est privé un peu de cette évolution-là, ben on commence en arrière de tout le monde lorsque la saison débute. Donc, il faut donner ça à Lance Stroll. Mais il y a aussi eu des mauvaises stratégies. Il y a aussi eu des erreurs, justement, dans son écurie, ces choses-là. Mais une fois qu'on enlève tout ça, il y a sa part de tort qui lui revient. Son plus gros défaut, je le dis souvent, il est très lunatique et c'est revenu encore cette saison. Il y a des erreurs qu'il fait par inadvertance. Il n'est pas là. Je pense justement, il y a quelques Grands Prix, il a fait un dépassement alors que c'était un double jaune pendant les séances d'essai libre. Il se ramasse avec une pénalité pendant le Grand Prix. Donc on est en pratique. Tu commets une erreur qui vient handicaper ton résultat du week-end. Tu peux pas te permettre de faire ça. Je pense que il faut qu'il soit mieux concentré. Il faut qu'il mette plus d'efforts à sa carrière. Il faut qu'il soit plus présent dans un week-end. Quand je parle de présent, c'est pas juste de te présenter physiquement, mais c'est d'être présent aussi psychologiquement, d'être concentré à 100% sur la Formule 1, comme Alonso le fait. On sait, on a mentionné quelques fois qu'il se doit de prendre exemple sur Fernando Alonso, mais de prendre exemple, pas juste en piste, de prendre exemple dans tous les petits détails. Je veux pas dire que Lance Stroll n'a pas de condition physique parce que j'ai pas ces données-là puis je suis pas en mesure de remettre en question sa condition physique. Mais je pense que du côté psychologique, côté mental, j'ai trouvé que souvent il a l'air,
on peut pas dire nonchalant, mais il a l'air absent. Il n'a pas l'air là. Je trouve pas qu'il a l'air autant consacré, autant dédié à vouloir réussir que d'autres pilotes sur la grille. Justement, qu'on prend par exemple, oui, en talent, on peut pas les comparer, mais quand on regarde un gars justement comme Max Verstappen, qui avait sécurisé le championnat à mi-saison, mais qui a continué à chaque week-end de se présenter le premier, d'être là, de vouloir trouver les bons réglages, trouver les bonnes données, performer, montrer ce qu'il savait faire week-end après week-end. Mais un gars comme Lance Stroll, qui est à des années-lumière de ce que Verstappen a accompli en Formule 1, qui est encore un jeune pilote, qui veut continuer à se développer, mais je trouve qu'il lui manque ça. Il n'a pas été assez présent dans la saison, il n'a pas montré aussi, oui, une fois, il a piqué une colère, il a poussé un entraîneur physique, tout ça. Je suis forcé d'admettre que j'étais quand même content de voir ça. C'est malheureux pour son préparateur sportif, là. Mais je veux dire, au moins, il a montré qu'il avait un certain caractère et qu'il voulait réussir parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore de Lance Stroll et j'aimerais en voir plus la saison prochaine. C'est pour ça que je lui remets une note, même s'il a eu son meilleur classement en carrière, il a terminé 10e, 74 points. Mais je trouve forcé de lui remettre un C. Il a eu un écart beaucoup trop grand avec son coéquipier de 42 ans. Oui, il est double champion du monde. Oui, c'est Fernando Alonso. Mais de là à finir 4e à 42 ans avec 206 points et d'avoir Stroll seulement avec 74 points, l'écart est beaucoup trop grand. Je ne demande pas, c'est dans le même cas que Perez avec Verstappen, je ne demande pas à ce que Stroll soit égal à Alonso, mais il doit absolument resserrer l'écart au cours de la prochaine saison. Au 4e rang, on retrouve l'équipe orange, c'est-à-dire McLaren qui a accumulé 302 points. On a parti vraiment du mauvais pied dans le cas de l'écurie britannique. On a présenté une mauvaise voiture enlevée de rideau. Ça a été constaté dès les essais à Bahreïn, mais ça s'est concrétisé au premier Grand Prix de la saison. La problématique du côté de McLaren, c'est qu'on utilisait toujours pour notre développement une vieille usine, mais aussi une vieille soufflerie qui appartenait à Toyota. On avait énormément de difficultés à reproduire des situations de course en soufflerie, donc on n'avait pas le choix de se tourner vers les situations en piste, donc les courses, les week-ends de Grand Prix, afin de développer notre voiture. C'est la raison pour laquelle on a mis du temps. Il y a aussi eu le changement de réglementation à la mi-saison morte, là, où on a décidé de forcer les écuries à relever les voitures, donc relever les bords du plancher pour avoir une plus grande clairance avec le sol. Bien, à ce moment-là, ça s'est venu un peu changer les données qu'on avait fixées chez McLaren. Du moins, c'est ce qu'on a raconté. Et en cours de saison, ben, on s'est ajusté. On a tout de suite sidulé qu'on aurait une amélioration, une mise à jour pour le Grand Prix de Bakou et un autre au Grand Prix d'Autriche. Et on n'a pas été déçus. On est forcé d'admettre que la transition s'est faite assez rapidement pour McLaren. On est arrivé très, très fort. Au Grand Prix de Bakou, on n'a pas vraiment vu les résultats, mais c'était plus de mettre en place le nouveau concept et de vérifier si ça allait fonctionner, si on allait dans la bonne voie. Et de poursuivre sur cette voie-là pour le Grand Prix plus tard dans la saison, quand on a présenté la vraie mise à jour au Grand Prix d'Autriche. On n'a aussi pas eu peur là, de se tourner vers le concept Red Bull. On s'est pas entêté de dire non, nous on va faire notre propre concept, ça va fonctionner. On a vu que ça fonctionnait pour Red Bull. On est de l'écurie qui a le mieux reproduit ce que Red Bull fait de bien. On a aussi eu le plancher, c'est ce qui a été le grand point tournant, donc l'amélioration du plancher. Je pense qu'on est l'écurie qui a qui s'est le plus rapproché de ce que Red Bull est capable de générer avec l'effet de sol et son plancher sur la RB19. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup de positifs pour l'écurie. On a réussi à accomplir quelque chose qui n'a pas été accompli par le passé, c'est-à-dire de retourner une saison de complètement la tournée de sens. Là, on s'en allait nulle part. On était déjà victime on était une risée, là, on voyait les réseaux sociaux, les gens publiaient des photos de la voiture McLaren complètement orange, plus de commanditaires, puis on disait voici la voiture de 2024 en prétendant que tous les commanditaires allaient nous laisser tomber. Pourtant, c'est tout le contraire qui s'est produit. On a même réussi à dénicher là, tout dernièrement un des gros commanditaires qui appartenait à l'écurie Mercedes. Donc, on aura Monster sur la voiture la saison prochaine. On est déjà l'écurie qui a le plus de contrats avec des grands noms qui sont prêts à commanditer l'écurie, donc d'aller chercher un nom comme Monster pour la saison prochaine, mais ça fait partie des gains qu'on a eu chez McLaren, mais on n'aurait pas dit ça là, après les premiers Grands Prix, là, on s'en allait vraiment pas dans cette direction-là, donc chapeau à l'écurie, on a fait quelque chose qui est pratiquement l'invraisemblable en F1, c'est-à-dire tourner une saison de côté comme ça, quand on est plus d'une seconde en arrière de tout le monde. Normalement, quand on cherche à faire des gains puis à faire du rattrapage, ben, les autres aussi continuent de progresser, donc c'est très très dur de se sortir de là.
Donc vraiment, là, du côté de Zach Brown, le CEO, a souvent été aussi victime de risées. Les gens, c'est un Américain en F1, il devrait rester en Indy, on a souvent entendu ça, pourquoi qu'il se concentre pas sur le NASCAR, des histoires comme ça. Mais depuis qu'il est arrivé, là, il semble être en train de... On peut lui laisser peut-être passer l'éponge sur ses débuts. Il a peut-être pas engagé les bonnes personnes ou laissé les bonnes personnes en poste, mais là, il a fait un ménage, il a emmené les bonnes personnes. On voit là, qu'on s'en va vers une certaine direction. On a aussi été chercher un pilote, on l'a arraché des mains d'Alpine en Oscar Piastri. Ça aussi, faut le mettre dans les plus de l'écurie parce qu'Oscar Piastri, c'est vraiment le futur, un des pilotes qui est très talentueux pour le futur de la F1. Donc, de l'avoir de notre côté, aux côtés de Lando Norris, qui est aussi un pilote très, très bon aussi, avec énormément de talent. Donc, je pense qu'on a vraiment mis sur pied un des meilleurs duos de pilotes de la Formule 1, si c'est pas le meilleur duo actuel. Donc, tout ça, c'est du positif pour le futur. On a aussi la nouvelle usine qui est rendue là. On a la nouvelle soufflerie maintenant. On a les nouveaux simulateurs. Donc, je pense qu'on peut vraiment mettre tous ces problèmes-là derrière nous, construire sur le futur. On nous parle de 2025. Je pense que c'est là qu'on va vraiment s'enligner pour 2026 aussi. On a renouvelé avec Mercedes comme fournisseur de groupe motopropulseur jusqu'à la saison 2030. À ce moment-là, donc de la stabilité aussi. On a renouvelé le contrat des pilotes jusqu'à 2026. Donc, il y a toutes ces nouvelles-là qui sont tombées par la suite, là, après ce début de saison plus difficile-là, qui ont fait qu'on peut donner une note positive à McLaren. Donc, on peut leur donner un B+. Je leur donne pas un A juste à cause du début de saison. Malheureusement, on évalue sur une saison complète. Donc, on peut pas passer, oublier ce qui s'est passé. Là. Je pense qu'on aurait pu avoir une saison beaucoup plus compétitive. On aurait même pu... Alors, on est devenu la voiture la plus proche de Red Bull. Là. On est la voiture qui est la plus proche de la RB19 sur le peloton. Donc, si on avait pu commencer en même temps que tout le monde, on aurait pu avoir vraiment un meilleur classement et qui s'est peut-être même terminé deuxième au championnat des constructeurs. Fait qu'il y a ce petit côté malheureux-là qui fait que ce sont un B+, mais ça reste une saison positive dans l'ensemble parce qu'on a terminé sur une bonne note. Pour ce qui est de Lando Norris, mais je lui donne aussi un B+. J'aurais pu lui donner une meilleure note, mais il y a eu quelques petites erreurs au cours de la saison, surtout en qualification. Il a tenu des très bonnes courses. On se rappellera du Mexique, mauvaise qualification, mais une très bonne course le dimanche. Il a remonté le peloton, il a animé le spectacle tout au long du Grand Prix. Donc, énormément de talent. Il lui reste encore quelques petites choses à faufiner, mais j'aime ce que Lando Norris a apporté. Je lui avais reproché par le passé, je trouvais que sa condition physique était peut-être pas au rendez-vous. C'est pas quelqu'un qui est très grand, très gros physiquement. On voit souvent les pilotes ont un bon coup, une bonne paire d'épaules. Des bras, nécessairement, c'est pas des monsieur muscles en Formule 1. On a une condition physique par rapport au sport qu'on a besoin, mais souvent, on voit que les pilotes développent une certaine masse musculaire à des endroits stratégiques, puis je ne le vois pas nécessairement sur Lando Norris. Mais depuis le début de la saison, oui, par les saisons passées, je trouvais qu'à la mi-saison, il commençait à ralentir, il commençait à manquer d'énergie, mais là, j'ai pas vu ça. J'ai vu que même c'était le contraire, il a gagné plus d'énergie en mi-saison, donc il semble avoir pris cette maturité-là physique pour être capable de répondre aux exigences d'un calendrier de F1. Il manquait aussi, je trouvais qu'il était trop, souvent il avait tendance à se satisfaire de peu. Là. On se dit, aujourd'hui la voiture c'était 6e, demain, la voiture c'était 7e, j'ai fini 7e, c'est ça. De toujours un peu complaisant dans ce qu'il arrivait dans ses résultats et de ne pas vraiment être avare de résultats, là, vraiment d'en vouloir plus. Je trouvais que souvent il n'était pas assez gourmand, plutôt, ce serait le bon terme. Et je l'ai trouvé plus gourmand cette année. Oui, il a laissé des points sur la table à certains moments. Il aurait pu signer des pôles. Il aurait certainement pu avoir peut-être sa première victoire en Formule 1. Il n'a pas réussi à l'accomplir et il cherche toujours à aller chercher ça. Mais encore là, je trouve pas que ça semble déconcentré. Il semble pas trop préoccupé par ça. Il semble vraiment se concentrer week-end après week-end d'aller chercher les meilleurs résultats. Donc, je pense que le futur aussi est positif pour Lando Norris. Il a montré énormément d'amélioration sur ses points faibles. Donc, le fait que malgré qu'il commence à avoir beaucoup d'expérience en Formule 1, qu'il continue à être capable d'apporter des améliorations et de devenir meilleur dans son jeu. Donc, ça peut être simplement des bonnes nouvelles pour le futur, autant pour sa carrière à lui que pour l'écurie McLaren. Pour ce qui est d'Oscar Piastri, eh bien, première saison en Formule 1, il termine 9e au championnat des pilotes. Est-ce qu'on peut vraiment demander plus que ça? Et surtout, accumuler 97 points à une année recrue. Je pense que c'est énorme de sa part, donc je lui remets un A. J'ai du mal à croire comment il aurait pu faire mieux que ça dans sa première saison. Les seuls points à travailler,
et je dis bien les seuls points à travailler, c'est rien de négatif, c'est de mieux gérer les courses. Parce que je pense que du côté qualification, il a accompli, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il n'est pas nerveux, il n'est pas impressionné par les moments. Il n'y a rien qui semble trop gros pour lui. Donc, il est très dur à déstabiliser. Mais en course, c'est d'apprendre à mieux gérer ses courses. Donc, mieux gérer ses pneumatiques pour ne pas nécessairement baisser de régime en milieu de course. Souvent, c'est ce qu'on a vu au cours de la saison. Puis, c'est même pas une reproche parce que normalement on aurait plein d'autres points à souligner sur une recrue, mais quand on est juste rendu à dire qu'il doit travailler pour ne pas perdre un peu de rythme en milieu de course, et déjà là, c'est un point qu'il est au courant, il en a parlé en entrevue, le directeur de l'écurie McLaren l'avait mentionné aussi, qu'il voulait voir Piastri travailler ça, puis c'est déjà quelque chose qu'il a mis à l'œuvre, là. On a déjà vu une amélioration dans les dernières courses où il gérait beaucoup mieux son rythme en course, donc Piastri, positif sur toute la ligne, je lui remets un A. And box now, box for Hart. Au troisième rang, on retrouve la Scuderia Ferrari avec 406 points. Très, très, très dur de ne pas avoir d'émotion envers cette écurie-là. On trouve des façons à tous les week-ends de retenir l'attention, que ce soit parfois par des mauvaises stratégies, parfois par des malchances. Des fois, on provoque notre propre malchance. Quand c'est pas du côté des garages, ben c'est du côté du mur des puits avec le volet stratégique. Quand c'est pas le volet stratégique, eh bien c'est un des deux pilotes qui décide d'envoyer sa voiture dans le mur. Donc à ce moment-là, ça vient compliquer les week-ends. Donc à travers tout ça, je trouve qu'on a réussi à naviguer et aller chercher quelques points positifs chez Ferrari. Quel point positif on a trouvé? On a continué de développer sur cette voiture-là. On avait la deuxième meilleure voiture du peloton l'année dernière. Cette année, c'était un peu moins certain quand on regardait ça. Mais on a quand même trouvé une façon d'aller chercher la seule victoire qui n'était pas une victoire Red Bull du côté de Carlos Sainz. Pour ça, je leur donne des points positifs aussi. On a aussi construit des améliorations. Donc, on a la chose où ce que je peux emmener, c'est qu'on a encore beaucoup de points à améliorer, mais il y a certaines choses qu'on a réglées. Qu'est-ce qu'on a réglé? Mais maintenant, on sait où est-ce qu'on s'en va avec la voiture. Je crois qu'on connaît la voiture, parce que mieux que quiconque au cours du calendrier 2023, quand on arrivait sur un circuit, les pilotes étaient automatiquement capable de nous dire si la voiture allait être performante ou pas. La même chose pour Frédéric Vasseur. Et ça, je trouve que c'est un point positif parce que ça veut dire qu'on est en connaissance de cause, on sait à quoi on a affaire et on sait surtout sur quoi on doit travailler, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et je pense que c'est quelque chose de positif sur quoi construire pour les prochaines saisons. Quand on est un peu à l'improviste, qu'on ne sait pas comment la voiture va répondre, qu'on fait des réglages, mais on ne sait pas les résultats que ça va donner, bien à ce moment-là, c'est très dur de développer et d'améliorer cette voiture-là quand on ne sait pas ce qu'on a entre les mains. Mais je pense que Ferrari, ce n'est plus le cas. En début de saison, ça l'était peut-être, mais à la mi-saison, on a déjà commencé à se tourner vers un nouveau concept. On a vu des améliorations arriver, des grosses mises à jour. On s'est aussi tourné très rapidement sur 2024, donc ça pourrait être positif pour la saison prochaine. Mais on a aussi surtout, comme je vous dis, à chaque week-end, j'étais surpris à quel point l'efficacité des projections qu'on était capable de faire du côté de Ferrari. Souvent, Charles Leclerc, là, lui, c'était comme une boule de cristal. Il nous disait, je pense qu'on va être bon ce week-end-là. Puis des fois, on se disait, oui, c'est surprenant. Puis oui, il décrochait la pole. Puis un autre week-end, il disait, non, ça sera pas notre week-end. Puis là, moi, je dis, mais pourtant, je m'attends à ce que Ferrari pourrait être bon ce circuit-là. Il avait raison. Encore une fois, Ferrari n'était pas compétitif. On n'était pas capable d'aller chercher des performances. Donc, ça, c'est vraiment une preuve qu'on connaît notre voiture. On connaît le matériel qu'on a sous la main. Donc, moi, je le mets dans les notes positives, dans les améliorations de la saison. C'est sûr qu'on aurait aimé voir un plus gros bond en performance, car on avait une voiture qui était très rapide la saison dernière, surtout en qualification. Je pense que c'est toujours le cas. Mais ce qu'on a vraiment fixé le point, c'est le défaut de la Ferrari depuis plusieurs saisons, c'est l'usure prématurée des pneus. Donc, on a vraiment focusé là-dessus. On veut vraiment corriger ce problème-là. On l'a vu à Vegas, c'était dans des situations particulières, mais on semble avoir mis le doigt sur le bobo. On a aussi vu à Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'était une place où je m'attendais à ce qu'on ait une usure prématurée sur les gommes, que ça vienne nous faire perdre énormément de performance en cours de course. Ça n'a pas été le cas. On a vu Leclerc être capable de rester à sa position. On n'a pas été en mesure nécessairement d'attaquer Verstappen, passer les 5-6 premiers tours, mais ensuite, il a quand même maintenu sa position. On n'a pas vu nécessairement les Mercedes venir le rattraper comme on a déjà vu ailleurs dans la saison. Donc ça, je pense que c'est de bon augure et c'est positif encore pour la Scuderia de voir que le plus gros problème qui nous empêche de performer semble être réglé ou du moins semble être
adressé. On semble être en train de travailler là-dessus, donc ça va être intéressant de voir pour la prochaine saison. Est-ce que je leur donne une bonne note? Mais je vais leur donner un B. Ils ont eu des hauts et des bas, ils ont encore eu des erreurs stratégiques, mais du moins, je pense que le fait qu'on a commencé à identifier certains problèmes, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que je donne seulement la note B, même si on a terminé 3e au championnat. Mais en fin de saison, il faut se rappeler qu'on a quasiment rejoint Mercedes. On a apporté aussi une fiabilité à la voiture qu'on n'avait pas au début, même si oui, on se rappellera qu'au Grand Prix du Brésil, la voiture a lâché pendant le tour de chauffe. Mais il y a certaines choses, du moins, on a identifié les problèmes, puis je pense que ce côté-là est positif pour Ferrari. Donc, je leur donne un B. Pour ce qui est de Charles Leclerc, il termine 5e. Égal à les points de la 4e place avec Fernando Alonso, mais comme il avait moins de temps, ça a pris les 3e places pour trancher, donc il avait le même nombre. Les deux n'avaient pas gagné de Grand Prix. Les deux avaient le même nombre de 2e place. Et en 3e place, ben, c'est Leclerc qui en avait moins. Donc, il a perdu cette 4e position au classement-là, même s'il avait le même nombre de points que Fernando Alonso. Mais encore là, Charles Leclerc, je pense qu'il avait fini dernier au championnat la saison dernière. Il aurait dû mieux faire. Mais encore là, ça a été une année un peu de recul pour Ferrari pour mieux rebondir. Donc, je lui donne quand même une note B. J'ai passé proche de lui donner un B- parce qu'il a commis des erreurs au cours de la saison. Je pense qu'il s'est bien repris. Il semblait aussi éteint en début de saison. Ça, je trouvais ça un peu déçu. Je trouvais ça un peu décevant. Je veux dire, il semblait encore ébranlé du championnat qu'il a possiblement perdu, ou du moins qu'il semblait en voie d'être en mesure de peut-être compétitionner pour en 2022. Il semblait encore ébranlé par ça en début de saison, mais quand même, il a quand même réussi à aller chercher des pole positions. Il est le seul avec Perez qui a mis un peu de compétition à Verstappen quand on parle des samedis en mode qualification, donc un peu avec McLaren aussi. Mais je veux dire, et Charles Leclerc était vraiment... les samedis, c'est toujours sa journée. C'est un très bon pilote en qualification. Donc, je lui remets quand même un B, mais c'est sûr qu'il aurait pu faire mieux et on va s'attendre à plus de lui dans la prochaine saison. Surtout si Ferrari réussit à mettre une voiture très compétitive, on va avoir besoin de la part des deux pilotes et on va avoir besoin d'une constance de la part de Charles Leclerc. Donc, fini les petites erreurs, les malchances, mais il y a aussi les erreurs qui sont non provoquées, mais il va falloir un peu nettoyer ça si on veut continuer à aller de l'avant. Pour ce qui est de Carlos Sainz, ben, je lui remets aussi un B. Il a terminé 7e au championnat. Il a un peu couru à sa perte. Oui, à Vegas, c'était pas de sa faute, mais son erreur à Abu Dhabi a été très coûteuse, non seulement pour l'écurie qui se battait au championnat avec Mercedes, mais aussi pour lui et sa position au classement. Il était en voie de terminer devant Fernando Alonso. Il y a même eu un certain moment où on pouvait peut-être penser qu'il pouvait rejoindre Lewis Hamilton au 3e rang. Finalement, il a dégringolé là, avec les 2 dernières courses. Oui, Vegas, ce n'était pas de sa faute, mais il se retrouve au 7e rang avec 200 points. Seulement 6 points derrière son coéquipier Charles Leclerc. Sainz, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Sainz, moi, ça a toujours été son même défaut. J'ai toujours trouvé qu'il avait tendance à faire au moins une erreur à chaque week-end. À partir de la pause d'été, il a vraiment corrigé ça. Il est arrivé à Monza, on se demandait même ce qu'il avait fait comme entraînement, il était super bon. Même chose à Singapour, donc plusieurs Grands Prix après la pause d'été, il était très très bon. Mais dans les derniers Grands Prix, j'ai vu que les petites erreurs sont revenues. Surtout à Abu Dhabi, on perd le contrôle en pratique. On détruit la voiture, ça vient compromettre tout le week-end. C'est le gros défaut de Carlos Sainz depuis le début de sa carrière. Il ne semble pas l'avoir complètement corrigé, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu en mi-saison, donc je lui ramène une note positive de B et j'ai bien hâte de voir ce qu'on va être capable d'apporter autant de l'écurie que des deux pilotes dans la prochaine saison. Deuxième au championnat, ben on retrouve l'équipe la plus titrée des dernières années en Formule 1, c'est-à-dire l'écurie Mercedes qui a accumulé 409 points. Ça s'est joué jusqu'au dernier Grand Prix de la saison. On croyait Mercedes bien installé en 2e place, mais finalement Ferrari a réussi à resserrer l'écart tout au long de la saison à travers des belles performances. Mercedes qui termine 2e au championnat des constructeurs, mais sans victoire. On n'a pas réussi à accomplir une victoire pour la première fois depuis 2012. La dernière victoire de l'équipe remonte toujours au Grand Prix du Brésil 2022 qui provenait du volant de George Russell. Est-ce qu'on est sur la bonne voie chez Mercedes? Eh bien, j'ai beaucoup de points d'interrogation envers cette écurie-là. Oui, je suis demandant envers eux, je suis très sévère, mais c'est parce que je sais qu'ils sont capables de plus et on compte sur eux pour relever le niveau de compétition de la grille. Mercedes est entêté avec une histoire de 0 ponton. Ça a été une catastrophe pendant la saison 2022. On a remercié, il a
a quitté son poste, l'ingénieur qu'il était derrière ça. On a ramené M. Allison. On espère aller sur la bonne voie. Mais quand on a débuté la saison, on a continué avec cette histoire de zéro ponton-là. Et c'est venu, encore une fois, sacrifier la saison 2023. Donc, je leur reproche ça. C'est de savoir, d'avoir été des têtes dures. Parfois, ça peut payer, mais là, ça n'a vraiment pas été le cas. Et là, on a pris du retard. On a pris du retard pendant combien de temps? Des dire à Lewis Hamilton et à Toto Wolff, ça pourrait même être jusqu'en 2026. On pense qu'on ne sera pas capable de retourner, renverser la situation envers Red Bull. On pense que l'écart est trop grand. On a perdu trop de temps envers eux. Donc, c'est pratiquement impossible, selon leur dire, de revenir et d'être capable d'être compétitif avant le changement des prochaines réglementations. On a aussi encore une voiture qui est très imprévisible. Chaque week-end, on ne semble pas savoir ce qu'on a sous la main. On a eu des grands prix excitants où on pensait être de retour. On se rappellera de Austin où Lewis Hamilton se rejoignait Max Verstappen dans les fins d'épreuve. Verstappen avait des problèmes de frein, mais on voyait une belle cadence de la part de la W14. On pensait que Mercedes était de retour. Finalement, l'épreuve se termine. La voiture est disqualifiée. On l'a réglée trop basse. On ne saura jamais si c'était le cas pour la voiture de George Russell aussi, mais on met un X là-dessus. Tout ce qui était positif du Grand Prix d'Austin, on est obligé de recommencer et de reconstruire là-dessus. On se présente au Mexique. On connaît un bon week-end, malgré qu'on a été chanceux. Il faut se rappeler, dans la circonstance, drapeau rouge, on a eu la chance de mettre des médiums sur la voiture et de regagner des positions, de terminer deuxième. Termine quand même avec un bon écart sur Max Verstappen qui roulait en gomme dure pendant qu'on était en gomme médium. Puis là, on décide de dire que ça a été un week-end positif. On pense que Mercedes est de retour. Lewis Hamilton salue le travail de l'usine, dire bravo, c'est là qu'on s'en va. C'est ce qu'on justement on cherchait à voir. On faisait des études en fin de saison pour voir si la direction qu'on prend pour 2024 est la bonne. Finalement, on arrive au Grand Prix du Brésil et là, c'est probablement l'un des pires week-ends de la saison. C'est le week-end le pire de la saison, même le pire depuis que Toto Wolff est en poste, c'est ce qu'il a mentionné. Il a vraiment pas aimé le week-end au Brésil. On a mal réglé la voiture. Pourquoi on a mal réglé la voiture? C'est parce qu'on la comprend pas. On sait pas comment extraire de la performance. On sait toujours pas où est-ce qu'on en est au niveau performance. On est rendu à 2 ans dans la nouvelle réglementation. La W13 a été un fiasco. La W14, je suis forcé d'admettre qu'elle est pratiquement un fiasco aussi. Même si on a gagné une position au classement et qu'on y est devenu deuxième, je pense que on n'était pas nécessairement en mesure de compétitionner Red Bull, mais on a été très chanceux du mauvais début de saison de McLaren. On a été chanceux que Ferrari est en train de changer son concept. On a été chanceux que Aston Martin a faibli en milieu de saison parce qu'on aurait pu vraiment vivre dans l'embarras et se faire battre par des clients. Quand je parle de clients, eh bien, on vend des moteurs à McLaren et à Aston Martin. Donc, à plusieurs reprises, on a vu leur voiture se dresser devant la Mercedes. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on veut pas voir en Formule 1 et encore moins au championnat des constructeurs à la fin d'une saison. Donc, on a évité le pire du côté de Mercedes. On termine quand même deuxième. Mais où est-ce qu'on s'en va pour le futur? Sur quoi on va construire? On a eu énormément de messages de la part de Lewis Hamilton comme quoi qu'on n'avait pas écouté ses directives et c'est pour ça qu'on s'était retrouvé dans ce type de problème-là. On a aussi des rumeurs comme quoi la saison prochaine, on va changer la voiture au complet. Est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle? Oui, mais en même temps, qu'est-ce que ça apporte? Mais ça apporte qu'on recommence à zéro, on accumule des nouvelles données, donc chaque Grand Prix va être des nouvelles informations, on développe à partir c'est tout à zéro, là. Donc à ce moment-là, pendant qu'on est rendu à la 3e saison de développer dans la nouvelle réglementation pour la plupart des écuries, dont nos adversaires proches, nos rivaux Red Bull, mais nous, on va être dans notre version 1. Donc tout le monde va être à sa version 3 et nous, on va être seulement à la version 1 de la voiture. C'est sûr que si vous me donnez la chance de choisir entre la W13 et la W14 ou une nouvelle voiture avec un nouveau concept, j'irais probablement pour le nouveau concept, mais il faut quand même prendre ça en compte, de dire que ça va être une nouvelle voiture pour Mercedes, donc on s'en va dans l'inconnu la saison prochaine. Souvent, c'est comme si on débutait la nouvelle réglementation un peu, même si on a réussi à remédier au marsounage, mais on repart complètement à zéro pour pratiquement au moins une deuxième fois, parce que cette saison, on a essayé de faire une sorte de reboot avec une version B, ce qui n'a pas vraiment donné les résultats espérés. Il y a aussi le fait que, pourquoi que je vais aller dans les notes, je vais aller dans une note négative pour Mercedes. Il y a le fait qu'on comprend toujours pas notre voiture, mais je pense que l'attitude y est pour beaucoup. On n'a plus l'attitude de gagnant qu'on avait. On se comporte pas comme une écurie qui a remporté 8 titres des constructeurs consécutifs. On se comporte comme une écurie qui cherche à vivre dans le passé, critiquer, se plaindre, dire que des choses devraient fonctionner différemment. On n'essaie pas de construire de façon positive. On ne prend pas la mentalité que McLaren a pris en début de saison de dire
on s'est planté, on a fait une mauvaise décision, on a une solution, puis on va revenir compétitif, on est meilleur que ce qu'on a montré. J'aimerais entendre Mercedes nous dire ça, nous dire, on a fait une erreur, on s'est trompé, je pense qu'on l'a admis, mais on l'a admis un peu trop tard, piler sur notre orgueil, puis dire, on va prendre le chemin que Red Bull a pris, on va faire comme McLaren, puis on va compétitionner, puis on va redevenir l'écurie qu'on était. Nous, on a fixé la norme de l'excellence en Formule 1 pendant plusieurs saisons, et c'est là qu'on veut retourner. On veut pas commencer à critiquer, dire que tout le monde devrait faire ci, tout le monde devrait faire ça. On veut revenir la norme de l'excellence. C'est à nous de fixer les nouvelles barres en Formule 1, de montrer c'est quoi être une bonne écurie, de nous montrer ce qu'on a dans le ventre, tout ce qu'on a réussi à accomplir à travers les saisons. On a les solutions à l'interne pour être meilleur. Donc, je n'ai pas aimé l'attitude qu'on a prise au cours de la saison. Et puis, ça s'est peut-être même reflété ailleurs que parmi les amateurs ou que dans les paddocks. Parce que quand on regarde un commanditaire majeur qui est avec l'écurie depuis 14 ans, qui s'appelle Monster Energy. Monster Energy, là, eux autres sont dans leur bureau puis ils voient que leur plus gros compétiteur dans leur marché, là, dans ce qu'ils vendent, là, des boissons énergisantes, bien c'est qui? Bien c'est Red Bull. Puis là, on voit que Mercedes ne semble pas être en mesure de tenir tête à leurs rivaux, à leur marché, dans leur domaine à eux. On n'est pas capable de tenir. Fait que Monster fait quoi? On se tourne de côté puis on s'en va signer un contrat. On s'en va mettre notre nom sur la voiture McLaren, un de nos clients à Mercedes. La personne qui vient de renouveler, l'écurie qui vient de renouveler jusqu'en 2030 pour se procurer des moteurs chez nous. On signe le contrat, puis une fois qu'on a terminé de signer ce contrat-là, on se retourne de côté, puis on s'en va leur voler un de leurs gros commanditaires. Quand on parle de gros commanditaires, là, pensez pas que Mercedes va fermer la porte, là. C'est pas le cas, là. On n'aura pas. Toto Wolff va réussir à manger pareil. Lewis Hamilton va avoir de l'argent pour mettre du gaz dans son jet privé. Il va pouvoir prendre des vacances, faire un safari en Afrique comme il aime bien le faire, aller en Californie, monter des montagnes. Il va pouvoir faire ce qu'il veut pendant l'été. Il ne manquera pas d'argent à cause de Monster. Sauf que Monster donnait quand même 10 millions pour mettre le nom sur le casque de Lewis et donnait des montants très intéressants ailleurs à l'écurie Mercedes. Mais je ne pense pas que c'est au point de vue monétaire que c'est symbolique, mais c'est plus au point de vue performance que le côté symbolique vient prendre la chose. C'est que il y a quelqu'un dans les bureaux chez Monster qui a décidé que la façon de compétitionner leur adversaire Red Bull, c'était à travers McLaren. Ça n'a passé plus à travers Mercedes. On peut même se demander si l'attitude que les pilotes ont eue et que Toto Wolff a eu au cours de la saison a mené à cette décision-là. On se rappellera que George Russell a dit après la première course qu'on pouvait tout de suite donner le titre à Red Bull. Donc, quand que Monster vend qu'on peut surpasser nos rêves, qu'on peut surpasser nos capacités et qu'on affiche notre nom sur des athlètes qui disent on abandonne après une course dans un championnat de 23 courses qui était supposé, finalement il y en a eu 22. Quand on abandonne après une course, mais est-ce que c'est vraiment notre nom? Est-ce qu'on veut vraiment être attaché à ça? Est-ce qu'on veut être attaché à Lewis Hamilton aussi qui dit que c'est fini, qu'on ne pourra pas rien faire avant 2026? Quel message on envoie à nos commanditaires? Est-ce que tu veux vraiment avoir ton nom sur une voiture quand que le pilote, l'image de la Formule 1, le gars qui sait c'est quoi une performance, une voiture performante, t'a dit, vend carrément dans les médias que c'est impossible avant 2026. On n'est pas là, qui a aussi dit que McLaren avait pris le bon pas. Donc, ça, c'est tous des messages. Les commanditaires les voient, ces entrevues-là. Donc, de dire, on va te prendre sur parole, Lewis, puis on va donner notre argent à McLaren la saison prochaine. Puis on a Toto Wolff aussi, qui va en soulignant des choses que des statistiques, c'est juste bon pour Wikipédia, ça sert à rien, ça fait partie du passé, puis c'est le présent. Mais à ce moment-là, Monster peut aussi se dire, ah, ben oui, vous avez raison, vous faites partie du passé, nous, on vit sur le futur, on va mettre notre argent ailleurs que chez vous. Donc, c'est tout ce petit côté-là. Je pense qu'on a perdu beaucoup dans la saison, à travers nos commentaires, à travers notre attitude. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, autant pour les amateurs de F1 que pour le bien du sport. On a besoin de Mercedes qui performe, on a besoin d'avoir une compétition. Oui, on peut blâmer Red Bull de A à Z d'avoir été trop performant et tout ça, mais est-ce qu'on peut vraiment, condamner quelqu'un pour avoir repoussé l'excellence et avoir emmené le sport à un autre niveau? Je ne crois pas. Moi, je vois plus vers ceux qui ont sous-performé et qui ont décidé de s'entêter avec des technologies qui ne fonctionnent pas et qui ont aussi adopté une attitude de perdant plutôt qu'une attitude de gagnant. Donc, c'est pour ça que pour une saison, pour la saison prochaine, j'espère voir Mercedes rafraîchir leurs idées, rafraîchir leur vision et vraiment plus se coller à ce que McLaren a fait et de montrer que tout est possible et que quand on a des gens de talent, parce que Dieu sait, on en a chez Mercedes, ben, tout est possible. On est capable de resserrer cet écart-là et de compétitionner et de ramener. On a deux excellents pilotes en George Russell et Lewis Hamilton et les ramener de façon à ce qu'ils puissent penser à gagner des courses. Donc, je donne un B- à Mercedes pour les raisons que je viens de nommer.
Lewis Hamilton, je lui donne une note positive de B. Il a terminé 3e au championnat avec 234 points. Je pense qu'il s'est battu au cours de la saison, même si parfois il a eu l'air de baisser les bras. Je pense qu'il a quand même réussi à soutirer des bonnes performances en course. Il a aussi retrouvé le dessus sur son jeune coéquipier George Russell. Il avait terminé derrière lui. Même sans qualification, parfois ça a été plus difficile, surtout en fin de saison. Mais en mode course, Lewis Hamilton était présent. Il nous montrait pourquoi il est le septuple champion du monde. Il est très performant en course. Il a été capable de soutirer le maximum de sa voiture à des moments stratégiques. Donc, Lewis Hamilton, un B. Pour ce qui est de George Russell, je lui donne un B-. Il avait eu une bonne première saison chez Mercedes. Je trouve que son attitude a changé. La raison que j'expliquais justement en début, après une course, de remettre le titre à Red Bull, même s'il avait raison en bout de ligne, je trouve que ça faisait, je vais vous dire le mot, ça faisait loser pas mal. Moi, quand je regarde quelqu'un et j'ai envie de prendre quelqu'un comme modèle, mais je ne prendrais pas quelqu'un comme modèle qui, après une partie dans la saison, est prêt à donner le trophée à son adversaire. Moi, c'est pas le genre de personne avec qui je me retrouve à travers ça. Non, j'ai vraiment pas aimé cette attitude-là, surtout provenant d'un jeune pilote. Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs au cours de la saison, beaucoup d'accidents, énormément de pénalités. À moins que je me trompe, ça a été le pilote le plus pénalisé au cours de la saison. Donc, j'ai trouvé qu'il a pas nécessairement régressé, mais qu'il a du moins bloqué dans son développement. Il s'est peut-être trop laissé déconcentrer par des choses qui n'ont pas rapport à lui. Je sais que Lewis Hamilton, des gars comme Verstappen, des gars comme Alonso, qui ont atteint un certain statut dans leur carrière, peuvent se permettre d'en prendre des bouchées doubles. Donc, d'avoir des déclarations dans les médias, de s'occuper de d'autres dossiers, de faire autre chose que nécessairement juste un week-end de course, avoir des opinions politiques à travers la course, même si ça ne fait pas l'affaire à tout le monde, mais on est capable de prendre des bouchées doubles au cours d'un week-end. On en a vu d'autres. Mais George Russell qui veut se lancer là-dedans, puis un peu occuper une partie importante dans les paddocks, on sait que c'est même lui qui a accepté le poste d'être le représentant de l'union des pilotes. Donc après Sébastien Vettel, George Russell a accepté ce rôle-là. Je ne sais pas pourquoi il l'a pris. Il est très jeune. Il faut croire qu'il n'y a personne d'autre qui voulait avoir ce titre-là. Mais il a cette responsabilité-là. Il la prend à cœur. Donc ça fait aussi sur un week-end de course, il doit s'occuper de ça. Des fois, on va le voir faire des déclarations concernant la sécurité des pilotes, concernant des décisions qui devraient être prises. Mais est-ce que ça fait pas un peu trop pour lui dans une saison de Formule 1 quand que tu es encore en train de te concentrer à vraiment à éclore dans ta carrière? Oui, tu as eu des beaux passages Williams, mais là, tu es rendu dans une grande écurie. Donc, aide à développer la voiture, aide à les tirer vers le mieux. Oui, c'est toi qui détiens la dernière victoire, mais est-ce que cette saison, il a vraiment fait ce qu'il pouvait de mieux? En qualification, oui. En course, parfois, j'ai trouvé qu'il a pris des décisions un peu immatures. C'est drôle parce qu'il mentionnait justement en début de saison que les nouveaux pilotes arrivent en Formule 1 et qui sont trop immatures, ils prennent des drôles de décisions, et c'est lui qui nous en a montré tout plein de mauvaises décisions au cours de la saison et qui a fait preuve maturité. J'ai pas aimé aussi ses déclarations. Il a cherché aussi à faciliter ce que Verstappen faisait en tête en voulant dire que n'importe qui l'a dit qu'il pouvait nommer au-dessus de 10 pilotes qui pourraient gagner dans la Red Bull, quand pourtant lui, à Singapour, il a eu la meilleure voiture pendant quelques tours sur le circuit, puis il a juste été la mettre dans le mur. Donc il avait une opportunité de gagner, puis il n'a pas su la saisir. Donc ce côté-là, j'ai trouvé qu'il aurait dû faire preuve d'un peu plus d'humilité et d'accorder un peu plus de respect à ce que Verstappen accomplissait au cours de la saison, ce que Red Bull accomplissait, surtout que quand tu as seulement gagné un Grand Prix dans ta vie, de dire que c'est facile de gagner, que n'importe qui a une bonne voiture pourrait gagner des épreuves, je trouve que ça a manqué un peu de touche d'aller dans ce dossier-là. Mais c'est revenu, là, je pense qu'il a tiré sa leçon lorsqu'il a frappé le mur à Singapour. Je pense qu'il a vu que quand même d'être le plus rapide en piste, il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Donc ça peut venir très vite une barrière. Il l'a appris à ses dépens. Donc à ce moment-là, George Russell, je lui remets un B-, mais j'ai beaucoup de respect pour ce pilote-là et son talent. Donc j'espère le voir rebondir la saison prochaine et surtout donner une bonne bagarre à Lewis Hamilton, mais surtout aider Mercedes à être compétitif week-end après week-end lorsqu'ils sont capables de mettre une bonne voiture sur la piste. Et pour terminer, le sommet de la hiérarchie du sport automobile, c'est-à-dire les champions constructeurs, eh bien, le titre est revenu pour une deuxième saison consécutive à l'écurie autrichienne Red Bull, qui a accumulé un impressionnant total de 860 points. Une saison dominante, historique, si pour certains, ils ont été frustrés et même offusqués, fâchés de cette domination-là. Eh bien, moi, je ne peux que saluer le travail de l'écurie Red Bull. On ne reverra probablement jamais ça, d'avoir été aussi... On a atteint la quasi
perfection. Et c'est ce qui est compliqué dans un sport comme la Formule 1. On parle pratiquement rarement de perfection parce que c'est très dur à atteindre. Mais là, on peut vraiment utiliser ce mot-là. Mis à part Singapour, on a vraiment été au sommet de notre art tout au long de la saison. J'ai été vraiment impressionné du travail. Je sais ce que ça prend un week-end de course pour réussir à mettre tous les morceaux ensemble et d'avoir été capable de le faire aussi longtemps au cours de la saison. Et on doit aussi, quand on parle de cette domination-là, il y a Adrian Newey qui est un concepteur incroyable, probablement le meilleur dans l'histoire de la Formule 1, du moins un des très très grands. Quand on parle de directeur d'écurie, il faut saluer le leadership de Christian Horner. Quand on parle aussi de diriger le talent, même s'il n'a pas toujours les meilleures façon de s'exprimer, il peut paraître parfois sévère et parfois même il est maladroit dans les mots qu'il choisit. Helmut Marko, quand il y a le temps de repérer des talents, on le voit, il y en a plusieurs pilotes sur la grille présentement qui proviennent du flair de Helmut Marko. Donc à ce moment-là, c'est un tout. On peut pas remporter un championnat des constructeurs et on peut surtout pas remporter de cette manière-là un championnat sans avoir vraiment une équipe parfaite. Donc quand on regarde, oui, on a parlé du côté conception, on a parlé du côté talent, on a parlé du leadership de Christian Horner, mais il y a tout ce qui est aux alentours aussi, le côté stratégique. Je pense encore que Red Bull est la meilleure équipe côté stratégie. On le voit Grand Prix après Grand Prix. On réussit toujours à mettre le doigt sur la meilleure recette pour arriver à remporter une course. Ensuite, quand on va aussi pour les arrêts au puits, on voit rarement un arrêt au puits qui dépasse les 2,5 secondes. On se tient souvent en bas de ça, même si on n'a pas eu le record cette année. Le record appartient à McLaren, le record même de tous les temps. Mais Red Bull réussit à la meilleure moyenne. À tous les fois qu'on se présente au puits, le pilote, il sait qu'il va regagner la piste dans un temps raisonnable pour ne pas concéder de temps sur leurs adversaires. Donc ça aussi, c'est très important. Donc c'est tout cet ensemble-là chez Red Bull. C'est vraiment une machine qui est bien huilée. Donc, je ne peux qu'admirer ce qu'on a accompli. Et j'ai très hâte de voir la saison prochaine. Si on est capable, je ne pense pas qu'on est capable de répéter, mais voir quel type d'évolution on va apporter à la voiture, comment on va réussir à progresser après une saison aussi dominante. Après avoir accumulé 860 points, après avoir une voiture qui est quasi... les voitures ne sont pas encore capables de rejoindre la Red Bull. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous préparer comme évolution pour la RB20. Il faut se rappeler aussi qu'il y a de la frustration qui se bâtit dans le reste de la grille, mais à la base de ça, faut se rappeler que Red Bull, c'est une compagnie de boissons énergisantes. Donc, c'est sûr que quand tu arrives dans une compétition, dans l'élite du sport automobile et que tu réussis à dominer comme ça pendant 2 saisons consécutives, il y a des gens qui vont être échaudés par ça. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le domaine de l'automobile. Il y a des gens qui ont des actifs dans ce monde-là, à l'extérieur du sport automobile. Donc, on vend des voitures, on est des manufacturiers à la base. Donc, quand on regarde des écuries, justement, comme Mercedes, comme Ferrari, comme Aston Martin, comme Renault et plusieurs autres qu'on avait dans le championnat, d'arriver à la fin de la saison et de voir qu'à tous les week-ends, on s'est fait botter le derrière par une compagnie qui se spécialise dans mettre des liquides dans une canette. Oui, on sait que Red Bull s'est rendu beaucoup plus que ça. On a vraiment une division de technologie, puis on est vraiment à pieds joints dans le sport de la Formule 1. Mais à la base, ça reste que le côté identitaire de la marque Red Bull, de voir des compagnies justement comme Mercedes et le reste de se faire avoir, de se faire battre, de ne pas être capable de compétitionner avec Red Bull, ça leur fait très mal. Et on peut comprendre pourquoi ils sont échaudés par une saison comme ça. Ils vont l'être longtemps aussi parce que ça reste dans l'histoire. Ça va toujours rester que la saison la plus dominante est provenue d'une compagnie qui s'appelle Red Bull, qui ne manufacture pas de voiture pour l'instant. On s'en vient vers là. On aura une RB17, un projet d'Adrian Newey qui va venir dans les prochaines années. Mais pour l'instant, on est vraiment juste une compagnie de boissons énergisantes qui s'amuse en Formule 1, mais qui prend ça à cœur, qui met les efforts, qui achète les bonnes usines, qui investit des grosses sommes d'argent pour arriver à ce résultat-là. On ne néglige pas aussi le personnel. On a un très, très bon personnel autour de nous. Donc, chapeau. Et puis, quand on parle de cette domination-là, on ne peut passer sous silence le nom de Max Verstappen
parce que ça lui revient. Oui, on a tendance parfois de vouloir parler seulement des voitures et de penser que la voiture peut tout faire, mais ce n'est pas le cas en Formule 1. Ça prend un pilote, surtout pour accomplir ce qu'on a accompli cette saison. Quand on voit la différence entre lui et Perez, oui, ce n'est pas le même genre de talent, ils n'ont pas le même genre de statut, mais Max Verstappen, ça reste que c'est un pilote qui redouble d'ardeur. Souvent, on mentionne que la voiture est faite pour lui. Je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans, mais je pense qu'on accorde beaucoup trop d'importance à cette phrase-là. Faut se rappeler que Max Verstappen est avec Red Bull depuis plusieurs saisons. Il met aussi énormément d'efforts dans les simulateurs. Souvent, on n'en parle pas, mais Max Verstappen ne fait pas faire le travail de simulateur par d'autres pilotes. Chez d'autres écuries, comme exemple Mercedes, on a Mick Schumacher qui va faire du travail de simulation pour des pilotes, pour Lewis Hamilton ou pour George Russell, mais Verstappen ne fonctionne pas comme ça. Lui, il a son propre simulateur à même sa roulotte, donc entre les séances d'essai libre, il va aller compléter le travail, remettre ça à l'usine pour qu'on puisse continuer les données. Donc, il ne donne pas ça à sous-traitance, si on peut dire le mot. Donc ça, à longue, ben, ça comptabilise le fait que plus qu'on remet des données à notre écurie pour développer une voiture, mais c'est normal que la voiture va commencer à prendre notre style, va commencer à se mouler à notre ADN parce qu'on met tellement d'efforts dans le développement que c'est normal que la voiture va commencer à nous ressembler. Donc, il est là depuis plusieurs saisons. Comme je vous dis, il met énormément d'efforts dans le développement. Donc, ça lui revient que la voiture commence à prendre son style, soit adaptée un peu plus facilement à ce que lui sait faire. De l'autre côté, pour Red Bull, ben, on a un pilote générationnel. Il nous rend, on voit que c'est le bon pari qu'on fait de développer la voiture selon selon ses recommandations à lui, parce qu'il nous apporte des titres depuis que c'est fait. Donc, je ne verrais pas pourquoi on continuerait pas dans cette lignée-là. De l'autre côté, ben, Sergio Perez, est-ce qu'il y a vraiment une écurie qui voudrait développer une voiture pour un gars comme Sergio Perez? Ben, ça, c'est une bonne question. Ça n'est jamais arrivé dans sa carrière. Je ne pense pas que ça va arriver. Il est rendu à plus de 33 ans, 34 ans. Donc, je pense pas que c'est demain matin qu'une écurie va dire, viens chez nous, on va développer une voiture pour toi. Donc, c'est à lui de s'adapter. C'est à lui de resserrer l'écart avec le Néerlandais, mais on sait que c'est pas une tâche facile parce que Verstappen est vraiment un talent générationnel. Il a battu plusieurs records cette année, je ne les nommerai pas tous parce que sinon l'émission va être interminable. Mais ce qui est impressionnant de voir, c'est que les records qu'il a battus ne sont pas nécessairement des records qui datent du temps de Lewis Hamilton. Ce sont des records qui datent des années 50, des années 60 en Formule 1. Ça aussi, c'est d'autant plus impressionnant à voir. Il est maintenant rendu à l'âge de 26 ans, le troisième pilote de tous les temps au chapitre des victoires. Ça aussi, il a dépassé Sebastian Vettel, une légende pour l'écurie Red Bull qui avait capturé de nombreux titres pour l'écurie. Donc, c'est tout ça, c'est cet ensemble-là. Qu'est-ce que la meilleure façon de résumer la saison de Max Verstappen, ou on pourrait dire domination, dominant, on pourrait dire ça, mais je pense que je vais y aller avec le mot exécution. Parce que comment ça fonctionne un week-end de course? Eh bien, c'est de se présenter au circuit, c'est de trouver ses repères. Une fois qu'on a ça, c'est de trouver les bons réglages, remettre les informations à l'écurie. Une fois on sait qu'on a atteint les réglages qu'on veut avoir, ben, il y a de trouver les repères, les points de freinage sur le circuit afin de gagner un avantage sur nos adversaires. Une fois qu'on a mis toute cette petite recette-là, une fois que c'est tout mis dans notre tête, ben, il faut exécuter. Donc, exécuter tour après tour. Et c'est ce que Max Verstappen a accompli en 2023. C'est l'exécution. Il a réussi à exécuter Grand Prix après Grand Prix, tour après tour. On l'a vu, il a mené pendant 1003 tours. Donc, pour faire ça, il faut être capable de faire ça. La concentration, la constance, vraiment, ça a été... Moi, j'ai apprécié le spectacle parce que ça m'a rappelé les bonnes années, justement, quand on voyait un Michael Schumacher aussi dominant à l'avant, qui ne fait pas d'erreur. Même chose pour Lewis Hamilton. Les bonnes années de Vettel, même si Vettel avait tendance à faire quelques erreurs parfois. Mais pour vrai, on compare à Schumacher, on compare à d'autres pilotes, mais je me rappelle pas d'avoir vu un pilote être aussi près de la perfection lors d'une saison complète, que ce soit pendant les séances d'essai libre, que ce soit pendant les qualifications, les courses. Verstappen a vraiment exécuté de main de maître. C'était vraiment un artiste à l'œuvre tout au cours de la saison 2023 et j'ai bien hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le futur. On sait qu'un pilote normalement atteint son apogée aux alentours de 27, 28 ans. Il est seulement à 26, donc est-ce qu'il va continuer de nous impressionner, continuer de progresser dans sa carrière? Il a fait preuve aussi de belle maturité tout au long de la saison. Oui, parfois sa personnalité va toujours revenir. On se rappelle de Vegas, il a passé plusieurs commentaires, ça faut lui donner son opinion, il ne se cachera pas. Mais je veux dire, côté en piste, j'ai trouvé qu'il a été mature dans ses décisions. Il a été plus patient dans son approche. Il comprend qu'il a une voiture plus rapide maintenant, qu'il a les outils
pour se rendre loin, pour gagner des Grands Prix. Donc, il ne s'enfarge pas. Là. Si au départ, quelqu'un veut essayer de le dépasser, je l'ai vu à plusieurs reprises, tu te rappelleras du Grand Prix d'Australie, où il a concédé une place à Lewis Hamilton et George Russell dès le départ, en sachant qu'il pourrait aller les rejoindre. Il n'a pas forcé rien au premier départ, comme il l'aurait fait quand il était plus jeune. Donc, je pense que ça en va. On n'a pas vu encore toute l'ampleur de ce que Max Verstappen va devenir en Formule 1. Il a commencé à laisser sa trace avec plusieurs records cette saison et ça va se poursuivre au cours des prochaines saisons, du moins jusqu'à 2028. J'attends que son contrat expire. Pour l'écurie, eh bien, je leur remets un A+, à l'écurie Red Bull, bien entendu, pour cette saison-là. Max Verstappen, ça mérite un A+, aussi. Pour ce qui est de Sergio Perez, mais je ne peux pas aller plus loin qu'un C+. Je lui ai redonné même un C, mais il a quand même réussi à terminer la saison en terminant deuxième au championnat des pilotes, même si je pense que c'était ce qu'on lui demandait, c'était au moins la base de réussir à faire ça. Il a aussi ouvert beaucoup d'opportunités à ses adversaires de le rejoindre, un peu comme il avait fait la saison dernière, que malgré tous les erreurs chez Ferrari, il avait quand même concédé la deuxième place à Charles Leclerc, mais il a bien failli refaire la même chose avec ses frasques tout au long de la saison. Énormément d'erreurs en qualification, il se doit d'améliorer ça. Je sais que ça n'a jamais été vraiment son point fort, il est très fort en course, mais en qualification, c'est plus dur. Il est aussi souvent meilleur sur des circuits routiers, mais sur les circuits à virage lent, souvent il a tendance à régresser ou reculer derrière les adversaires. Donc Perez se doit d'améliorer ça. Il ne sera jamais en mesure de rouler à la même vitesse que Verstappen. Non seulement ce n'est pas à cause de la voiture, c'est plutôt à cause du talent pur et dur. Perez ne sera jamais capable de rivaliser, mais du moins il doit resserrer l'écart, se tenir au moins dans les 2 dixièmes, 3 dixièmes de Verstappen, mais quand on tombe plus loin que les demi-secondes, c'est inacceptable. Donc, j'ai bien hâte de voir la saison prochaine ce qu'il va savoir faire. Il a encore une chance. On a même malgré les rumeurs qu'il perde son volant, je crois que c'est vraiment rendu confirmé qu'il va débuter la saison aux côtés de Max Verstappen, mais est-ce qu'il va la finir? Là est la question. Donc, mes notes pour conclure, A+ à Red Bull, A+ à Max Verstappen et un C+ à Sergio Perez. C'est ce qui conclut la première saison de F1 Podcast. Je voulais en terminant vous remercier car c'est grâce à vous qu'F1 Podcast a été en mesure de publier plus de 44 épisodes en plus des épisodes bonus et a été écouté dans plus de 13 pays à travers le monde à sa première saison. Donc, on voit que les passions, quand même qu'on a des distances qui nous séparent, on est en mesure de les partager pareil, surtout avec la page Facebook. On est en train de bâtir une communauté de passionnés de F1. Donc, ça devient de plus en plus intéressant de communiquer avec des gens de partout. Donc, si vous n'avez pas déjà rejoint la page Facebook, je vous invite à le faire aussitôt que vous aurez un moment et peut-être nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés qu'on s'était fixé en début de saison. Au plaisir d'avoir la chance de communiquer avec vous au cours de la saison morte. Nous, on va toujours être présents sur les réseaux sociaux pour vous informer d'un peu ce qui se passe, là, parce qu'on appelle ça saison morte, mais il y a toujours un dénouement ou des choses qui aident à préparer les pions pour la prochaine saison qui sort. Donc, je vous invite à continuer de nous suivre sur Facebook et d'ici là, eh bien, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, donc joyeux Noël et bonne année.